Il est 22h41 minutes. Il y avait encore beaucoup de questions intéressantes, mais il faut bien savoir s'arrêter. Avant de poser la dernière question, j'en profite pour présenter nos excuses pour les petits soucis techniques que nous avons connus. Vous pouvez effectivement vérifier que nous sommes bien en direct. Allez, une dernière petite question pour plaisanter de Jean-Mini Fugain. Bonsoir. Dit-on pain au chocolat ou chocolatine? Dit-on pain au chocolat ou chocolatine? Quelle étrange question. Ça fait allusion à ces frontières ethno-linguistiques qui traversent la France entre les pays de langue d'oc et les pays de langue d'oïl, O-I-L. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, Languedoc-OC, c'est l'Occitanie. Enfin, en gros, c'est Toulouse, c'est la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales. Enfin, c'est tout le sud-ouest de la France, en gros, même un peu plus que ça. Et les langues d'oïl, ça remonte au Moyen-Âge, c'est au nord de la France. Alors, assez curieusement, effectivement, il y a des expressions qui, dans les pays de langue d'oc, ne sont pas que dans les mêmes que dans les pays de langue d'oïl. Donc là, effectivement, la chocolatine. Si vous achetez un pain au chocolat à Paris, vous dites un pain au chocolat. Si vous l'achetez à Agen, vous dites chocolatine. C'est comme ça. C'est pareil. C'est pas le seul truc. Il y a aussi d'autres exemples. Je pense par exemple à un sachet. À Paris, vous demandez est-ce que vous avez un sachet en papier ou un sac en papier pour vous mettre le pain au chocolat. On vous mettra votre pain au chocolat dans un sac en papier dans une boulangerie parisienne, mais dans une boulangerie de Agen ou de Toulouse, on vous mettra une chocolatine dans une poche. Voilà, on appelle ça une poche. Ça fait partie de ces choses qui sont amusantes dans la société française. Ce qui est moins amusant d'ailleurs, j'en profite parce que il y a 1000 choses à dire. Je pourrais parler. Vous voulez me couper parce que vous dites qu'après les émissions sont trop longues, mais moi j'aurais plein de choses encore à dire. Ça fait quand même penser à cette affaire dont on n'a pas parlé, qui est passée un peu inaperçue sur la question des langues régionales. Vous savez qu'il y avait quand même eu une loi qui était quand même très inquiétante sur les langues régionales et qui notamment, les Français n'étaient pas au courant, mais qui prévoyait d'introduire en France une espèce d'enseignement presque forcé des langues régionales, et puis également l'introduction de signes diacritiques. Les signes diacritiques, ce sont des signes de l'écriture qui n'existent pas en français. Par exemple, vous savez très bien que si vous allez en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le S7, c'est-à-dire comme un B avec une pointe, ça veut dire c'est à la place de deux S. Vous savez que si vous allez, par exemple, dans les pays scandinaves, vous avez des O avec une barre. Si vous allez au Vietnam, le Vietnam qui est un pays dont l'écriture a été modifiée par les jésuites au XVIIe siècle, par les jésuites européens, puisqu'auparavant ils utilisaient les caractères chinois. Au Vietnam, à partir du XVIIe siècle, je crois, je ne dois pas me tromper, fin XVIIe, par un type qui s'appelait Alexandre de Rhodes, il a proposé à l'empereur d'Annam, il a proposé l'adoption de l'alphabet romain, mais avec des signes diacritiques. Si vous allez dans des restaurants vietnamiens ou si un jour vous allez au Vietnam, vous verrez, il y a des O avec des petites tildes, il y a des trucs comme ça. Ça n'existe pas en français. Et donc, ce qui a été prévu, c'est qu'il y ait ces signes diacritiques qui soient imposés. Alors tout ça a été rejeté par le Conseil constitutionnel qui a pris appui sur ce principe qui est dans la Constitution, la langue de la République est la langue française. Alors, c'est un vaste débat parce que je sais qu'il y a des gens qui me reprochent, qui disent oh là là, c'est un ultra-jacobin, etc. Non, je ne suis pas un ultra-jacobin. Je respecte beaucoup les identités régionales, c'est ce qui fait la saveur de la France. Mais, en ce moment où la France vit une véritable crise morale et existentielle sur son identité propre, sur son identité nationale, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de contribuer à saper l'unité nationale, avec notamment cette fameuse charte des langues régionales et minoritaires. Le problème de la Catalogne en Espagne, il est né de là. Si vous allez en Catalogne aujourd'hui en Espagne, c'est extrêmement difficile d'avoir des cours en castillan, comme le castillano, c'est-à-dire ce que nous on appelle l'espagnol. C'est-à-dire que c'est devenu une espèce de vecteur pour l'explosion de l'unité nationale. Et moi, personnellement, enfin vous connaissez mes analyses, je suis contre parce que je pense que le niveau de la nation française, c'est le bon niveau à l'époque du XXIe siècle.
Parce qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Hein, un Pays Basque indépendant, une Galice indépendante pour l'Espagne, ou bien en France une Corse indépendante ou une Alsace indépendante. Il serait indépendante de quoi? Indépendante de la France, oui, mais il serait complètement écrabouillé par le rouleau compresseur européiste et euro-atlantiste. Ça veut dire qu'à terme, on apprendrait en Corse l'anglo-américain pour le business. Et puis la langue corse, et la langue française serait passée à la trappe. Mais ça veut dire qu'en fait, loin de respecter leur identité en Corse ou au Pays Basque ou je ne sais pas quoi, loin de respecter cette identité, en fait, on les transformerait en folklore comme les Américains adorent le faire. Alors que nous avons quand même en France, une tradition millénaire d'un État qui s'est construit au cours des siècles, et nous pouvons être fiers. Il appartient à chacun d'entre nous de l'améliorer, d'en corriger les travers, d'exalter aussi sa grandeur. Dans le monde entier, la France, ça pèse. Et ce que j'invite les Français à faire, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a des forces qui essayent délibérément de saper notre unité nationale. Et d'ailleurs, au passage, si on commence à développer les langues régionales, comme je crois le morvandio dans le Morvan, le poitevin saintongeais, etc., le savoisien. Je sais qu'il y a des gens qui vont protester, je le sais. Mais je dis ce que je pense, je parle avec mes tripes. Mais si on développe tout ça, pourquoi ne pas développer aussi le comorien dans le nord de Marseille, l'arabe berbère ou l'arabe maghrébin dans Seine-Saint-Denis? Enfin, on voit bien qu'au bout du compte, c'est la désagrégation de la France qu'on est en train de... C'est à ça qu'on est en train de procéder. Au moment même où on a au contraire besoin que le peuple français se resserre pour défendre les valeurs de la France. Parce que les valeurs de la France, c'est pas rien, contrairement à ce que dit M. Macron qui disait qu'il n'y avait pas de civilisation française. Nous avons des vraies valeurs. Des valeurs de solidarité, des valeurs de respect d'autrui. Parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec les mouvements woke, etc., oui, il y a des Français racistes, bien sûr, mais dans quel pays n'y a-t-il pas de racistes? On peut me le dire. Et moi, ce que je sais, pour avoir été dans de très nombreux pays du monde, je considère que les Français sont un des peuples les plus tolérants, les moins racistes du monde, à condition que tout le monde se fonde dans une communauté nationale et respecte nos grandes valeurs de liberté, d'égalité, de respect d'autrui, à condition que chacun ait... Et comment dirais-je, cette espèce de savoir-vivre en commun. Voilà, c'est une question de savoir-vivre. On revient sur la question sur Youssoupha. Je suis désolé, c'est pas du savoir-vivre que de chanter les ordures qu'il chante. C'est pas non plus du savoir-vivre de la part d'Éric Zemmour d'agonir constamment telle ou telle partie de la population. Et si on veut avoir un pays qui s'entende bien, si on veut favoriser la paix civile, eh bien il faut qu'on apprenne à chacun le respect d'autrui et le respect de certaines règles. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et dans un monde, je peux dire quand même, qui marchait autrement mieux que la France actuellement, qui est en train de foncer à toute allure vers le désastre. Heureusement, le pire n'est jamais sûr, et toute l'histoire de France. Et je voudrais terminer sur ce mot un petit peu plein d'encouragement. Au fond du fond, je suis quand même optimiste pour la France. Même si tout va mal, je pense quand même qu'au bout du compte, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de France, le peuple français ne laissera pas tomber la France et qu'il y aura un réveil qui se produira. Et évidemment, les tribulations, comme on dit dans la Bible, sont longues, mais je pense qu'un réveil se produira et que les Français essaieront de retrouver, et ils peuvent l'imposer, regardez ce que viennent de faire les Suisses, une France libre, souveraine et indépendante. Merci de m'avoir écouté. À l'année prochaine, ni l'année ni la semaine prochaine, au mois prochain, on devrait faire ça peut-être plus souvent. Au mois prochain, je suis désolé de ne pas avoir répondu à ceux. Il y a des questions, semble-t-il, qui sont restées en déshérence, mais bon, plus d'1h30, 1h40, c'est bon. Merci de m'avoir écouté. Il faut se mobiliser. Et la première mobilisation, c'est que vous faites circuler nos vidéos. Et puis vraiment, j'insiste, nous avons besoin de financement, parce que nous voulons rester indépendants des banques. Donc ça, c'est vraiment important. Et n'ayez pas de crainte, nous serons présents au grand scrutin de 2022. Vive la France!